Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Vincent Mus et j'enseigne tout ce qui est en rapport avec l'énergie à Pierre. Alors, qu'est-ce qu'il y a au programme? Aujourd'hui, on décolle. On décolle comme ça? Mais non, on s'arrache. On s'arrache comme ça? Tu m'as regardé? On décolle comme ça. C'est quoi ça? Une trottinette à vapeur. À vapeur? Comme les locomotives? Mais c'est ringard. Je t'arrête avec tes préjugés. Jean-François Boutonnet, Jeff pour les intimes, a quand même un engin qui te laisse sur place. 305 km/h. Ah ouais? C'est pas un peu dangereux ça? Un peu mon neveu, mais je te rassure, nous on va juste calculer. Tu peux rester dans ton canapé. Bon bah, si c'est comme ça, je m'installe et je t'écoute, hein. On va juste commencer avec quelque chose de moins dangereux, une fusée à eau, et puis on pointera ce qui change pour la vapeur. Ceci est une expérience que chacun peut faire chez soi. Il y a juste deux risques. Premièrement, mal diriger le projectile et le recevoir sur une partie du corps. Et deuxièmement, être mouillé. Il faut donc, premièrement, un réservoir. Ici, c'est une bouteille d'1,5 litre avec un demi-litre d'eau à l'intérieur. La bouteille pèse 25 grammes et a un diamètre de 8,5 cm. Secondo, il faut un orifice. Ici, l'orifice de la bouteille a un diamètre de 2,5 cm. Tertio, il faut une pompe. Avec celle-ci, on va amener l'air dans la bouteille à une pression de 3,5 bars. En dernier, il faut également un pas de tir pour s'assurer que la bouteille part verticalement. Et pour les fioritures, vous pouvez toujours lui adjoindre des ailerons, une ogive ou la peindre avec un damier, mais l'essentiel est là. La fusée est prête, on peut passer au lancer. Pour ce dernier, on va le faire au ralenti, ou sinon on ne verra rien. Et on va se coller à la bouteille pour bien comprendre ce qui se passe de son point de vue. Ainsi, le pas de tir va disparaître vers le bas. Et dans le même temps, le gaz sous pression pousse l'eau vers le bas. Celle-ci est éjectée avec une vitesse importante. Si la bouteille est poussée vers le haut, c'est parce qu'une certaine masse d'eau la quitte par le bas. C'est ce qu'on appelle l'action-réaction. On peut tenter de mettre tout cela en équation pour calculer ce qui se passe. Premièrement, considérons le gaz. Au fur et à mesure que son volume augmente, la pression va chuter. On peut savoir comment grâce à deux équations. La première, tu la connais peut-être déjà, c'est l'équation des gaz parfaits. Elle relie la pression, le volume et la température à la masse présente. Ici, le nombre de moles. La deuxième est trop longue à expliquer ici. En gros, elle s'utilise si la pression baisse de la même manière qu'elle augmenterait en faisant passer le film à l'envers et, en plus, sans avoir le temps d'échanger de la chaleur avec ce qui l'entoure. Entre l'eau à l'interface et l'eau à l'orifice, l'énergie est constante et change de forme. Au départ sous forme de pression, imposée par le gaz, elle se transforme en énergie cinétique. L'équation appliquée s'appelle l'équation de Bernoulli. Il faut également lier la vitesse de descente de l'eau au niveau de l'interface avec celle qui passe par l'orifice. Pour cela, on émet l'hypothèse que la masse se conserve. Toute la matière qui traverse la section de la bouteille pendant une seconde correspond à la matière qui traverse l'orifice pendant le même laps de temps. En connaissant le débit de matière et la vitesse d'éjection de l'eau, on peut calculer la poussée. On peut contrôler ensemble que des kilogrammes par seconde multipliés par des mètres par seconde donnent bien des newtons. Ces derniers sont des kilos multipliés par des mètres par seconde carré, et donc ça fonctionne. Le troisième élément, dont on n'a pas encore parlé ici, est la bouteille. Cette dernière est accélérée par la poussée. Cela se gère avec la célèbre équation de Newton, F égale ma. Mais sa masse d'eau diminue au fur et à mesure qu'elle se vide, et donc on gère cette vidange avec une intégrale. Une fois qu'elle est vide, elle fait un vol parabolique. Tu as peut-être déjà entendu parler de MRUA, mouvement rectiligne uniformément accéléré. Eh bien, ayant acquis une certaine vitesse, la bouteille décrit un tel mouvement et on peut estimer l'altitude maximale atteinte. Que donnent les résultats? Avec les paramètres entrés dans le modèle, la bouteille est censée se vider en 60 millisecondes. La bouteille atteint 35 mètres par seconde et une altitude de 35 mètres. Deux de mes étudiants ont mouillé le maillot pour réaliser les tests dont vous voyez la photo. Ils ont obtenu un temps de vidange inférieur à 100 millisecondes et une altitude d'une trentaine de mètres. Le modèle est donc en adéquation avec les résultats. D'accord, tu ne me montres même pas un calcul? Eh bien, pour résoudre ces équations,
On ne le fait plus à la calculette, ce sont des logiciels qui s'en occupent. Et le but ici n'est pas de t'expliquer leur utilisation, mais bien de te pointer les quelques équations qui permettent de cerner un comportement. Cette expérience est beaucoup plus dangereuse, risque de brûlure, d'explosion, d'impact, de grande vitesse. Ce n'est donc pas quelque chose que tu peux faire chez toi. Bon, commençons avec un schéma. Sur son site, Jeff donne quelques informations techniques. 95 kg à vide, 50 litres d'eau dans la cuve, une pression de 30 bars. La cuve est remplie d'eau, puis chauffée avant le départ, c'est ce qui la met sous pression. Dans la cuve, on trouve donc de l'eau sous deux formes, liquide et vapeur. Quand une partie de la vapeur s'en va, la pression chute et cela vaporise une partie de l'eau liquide. Cette vapeur prend en partie la place de la vapeur expulsée et fait en sorte que la pression diminue plus lentement. Autre différence, c'est l'orifice utilisé. On appelle cela une tuyère. Oui, on va parler de ce genre de truc. Pour accélérer un liquide, il suffit de faire un orifice plus petit. Mais dans le cas d'un gaz, comme la pression baisse au fur et à mesure qu'il accélère, il a tendance à prendre plus de place. Il faut donc une tuyère qui commence par converger jusqu'à ce qu'on atteigne la vitesse du son au col, et puis qui diverge pour que le gaz atteigne des vitesses supersoniques. Au niveau des équations, je vais me baser sur la fusée à eau qui est plus simple. Je vais me contenter ici de souligner les différences. Pour la vapeur et l'eau liquide dans la cuve, si on connaît le volume et la masse emprisonnée, on peut connaître la pression, la température et la proportion de liquide et de vapeur. Il n'y a pas de formule pour cela, mais des tables. Pour la tuyère à vapeur, on n'applique plus l'équation de Bernoulli qui n'est valable que pour les liquides, mais une version généralisée qui exprime que l'énergie de la vapeur va se transformer en énergie cinétique. Le débit de vapeur qui sort dépend de la section au col de la tuyère. Pour la trottinette, vu les vitesses atteintes, on tient aussi compte du frottement aérodynamique du véhicule qui va le freiner. Alors, pour les résultats, qu'est-ce que cela donne ? Jeff ne donne pas tous les détails constructifs, il faut donc poser quelques hypothèses. Mais la simulation montre que le réservoir doit se vider en 7-8 secondes, avec un pic d'accélération après 1,5 secondes à 2,5 G. La vitesse maximum atteinte est de 220 km/h. Cela correspond aux performances annoncées de 214 km/h. A noter que par après, Jeff a encore augmenté la pression dans le réservoir, qu'il a dépassé les 300 km/h. Je vous laisse découvrir ça dans sa vidéo. Manipuler les grandeurs associées à l'énergie, ça peut être fun ou divertissant, dangereux ou utile, selon le point de vue. Les calculs présentés sommairement ici permettent de savoir ce qui se passe dans le système. Après, cela permet de dimensionner, de choisir des composants, des matériaux pour qu'ils résistent à la température, à la pression. On peut également quantifier l'énergie requise pour le fonctionnement. On peut aussi améliorer les choses. La thermodynamique, ce n'est qu'un début quand on étudie l'énergie. Elle débouche ensuite sur toutes sortes d'autres domaines.